associations engagées dans la préservation du patrimoine, du développement rural et de la promotion touristique gagnent à collaborer les unes avec les autres, parce qu'elles sont souvent très complémentaires. Qualité Village Wallonie, qui a fêté ses 40 ans en 2016, fait clairement partie de celles dont l'expérience nous encourage. Présente dans plus de 400 villages, cette ASBL dynamique a développé une méthodologie d'éducation permanente, efficace, pour sensibiliser les habitants à l'intérêt de leur patrimoine culturel et les réunir autour de projets de restauration et de mise en valeur. Ces infatigables coordinatrices, une par province, se chargent d'accompagner les comités locaux dans la concrétisation de leur démarche, dans ses aspects techniques et administratifs, mais aussi financiers et relationnels. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Marie de Cellier, qui travaille depuis 13 ans pour Qualité Village Wallonie. Historienne de l'art et archéologue active dans la province de Liège, elle a également été conservatrice du musée du pays d'Ourthe-en-Blève à Comblain-au-Pont. Sa grande connaissance du terrain et son expérience en accompagnement d'équipes de bénévoles nous stimulera sûrement dans nos efforts pour rendre nos édifices religieux plus accueillants. Bonjour à tous et merci pour tous ces compliments. Je ne suis pas vraiment habituée à ça parce que vous le savez, enfin vous ne le savez pas encore, mais je suis coordinatrice de projet, donc je suis sur le terrain et pas vraiment en général dans les lieux de prise de parole. Donc c'est une très belle opportunité qu'on nous a donnée aujourd'hui de venir présenter notre ASBL et des projets de terrain que nous suivons depuis de nombreuses années, moi et mes collègues. Alors, Madame Kostermans a déjà bien détaillé toute la première partie de mon exposé, je vais le repasser en diagonale, qui consistait en une approche théorique de notre ASBL. Puis il y aura une deuxième partie avec des projets concrets liés à des églises, et une troisième partie qui concerne des exemples. Il y a des petites chapelles ou d'autres éléments de nos villages, mais qui pourraient être reportés dans des projets liés à des fabriques d'églises. Voilà, je n'en dis pas plus, on va tout de suite commencer dans le vif du sujet. Les statuts de la SBL, donc voilà, Madame Kostermans vous en a déjà touché quelques mots. Le but vraiment de notre ASBL, c'est de recevoir les demandes de comités de bénévoles et d'essayer de tout mettre en œuvre pour que leur projet, leur idée devienne réalité. Notre ASBL, c'est une ASBL classique, s'organise avec un conseil d'administration, un secrétaire général et puis l'équipe des coordinatrices de projet, donc on est 4. Ma nouvelle collègue d'ailleurs qui s'occupe du Hainaut est là aujourd'hui, c'est Hélène Bourg, donc si vous avez des projets qui concernent le Hainaut, c'est auprès d'elle que vous pourrez aller. On a une cellule administrative, si vous avez déjà eu l'occasion de nous contacter par téléphone, c'est Christine Gossès, c'est la personne qui s'occupe du secrétariat, mais tout ce qui est la gestion des archives et des dossiers. Et puis une cellule technique et scientifique. Ici, une petite carte de répartition géographique des projets. Elle est déjà ancienne parce qu'elle remonte à 2007, mais je l'ai choisie spécialement parce qu'en 2007, on avait la chance de couvrir quasi tout le territoire de la Wallonie et seules quelques communes nous résistaient. On n'avait pas encore eu l'occasion de travailler avec des comités de bénévoles. Donc c'est important de le dire, c'est qu'on va partout, on ne reste pas dans nos petits bureaux, on sort de nos bureaux pour aller à la rencontre des gens et de leurs projets. Les missions de notre ASBL, le but ultime, c'est vraiment d'améliorer le cadre de vie, d'informer, de conscientiser les populations et de susciter la participation citoyenne. Je ne l'ai pas montré dans l'organigramme, mais nous sommes financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles et par la région Wallonne pour aller à la rencontre des bénévoles, des habitants des villages, pour les aider à concrétiser leurs projets et susciter la participation de personnes qui au départ n'étaient pas à la manœuvre ou qui n'avaient pas d'idée des projets qui allaient se développer dans leur village. Alors, les démarches, ça c'est vraiment la base de notre travail, c'est la sensibilisation de ces populations, les réunions de travail régulières dans leur village, dans leur hameau, les prises de contact avec des partenaires potentiels, la réalisation de dossiers, des dossiers pour présenter le projet, des communiqués de presse, des dossiers de presse, des dossiers financiers, des appels à projets, tout ce genre de choses. On aide les comités de bénévoles à les concevoir, à les rédiger et à les introduire. Et enfin, on apporte tout notre soutien à la réalisation et à la concrétisation de ces projets-là.
Les sphères d'action, ici c'est un peu particulier, on vient dans le cadre d'églises ouvertes, mais on vient à la demande de tout projet qui concerne le patrimoine, les patrimoines au sens large, que ce soit du patrimoine culturel, naturel, mobilier, immobilier, du patrimoine lié à la mémoire collective. Tout ce genre de choses peut être sujet d'intervention de qualité village Wallonie dans vos villages. Alors, les projets les plus fréquents concernent la restauration du patrimoine, ça vous verrez des exemples concrets, des aménagements d'espace, alors ça peut être des aménagements d'espace dans les villages, mais autour des églises, des chapelles de nos villages. Le développement de la vie associative, ça c'est très important pour nous, parce que s'il n'y a pas de vie associative, nous, on a du mal à intervenir, puisqu'on doit travailler avec des bénévoles. La promotion des patrimoines, alors c'est très beau de faire des restaurations et des projets autour de son patrimoine, mais si on ne sait pas le partager, ça pose problème à un moment donné aussi. L'élaboration de projets pédagogiques, ça c'est fort important. Il faut que les jeunes générations puissent s'approprier nos patrimoines. Et la valorisation de la mémoire collective, ce que vous faites certainement régulièrement. Alors ici, j'aborde tout de suite des exemples concrets. Alors je tiens quand même à prendre quelques précautions. Les projets que je présente aujourd'hui, ce n'est pas moi qui les ai tous suivis. Certains viennent de mes collègues et donc je ne suis pas à la maîtrise, enfin je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants des montages techniques des dossiers, mais je vais essayer de répondre à vos questions au mieux. Et si jamais je ne sais pas répondre, je vous donnerai les coordonnées de mes collègues qui pourront mieux vous répondre à ces sujets-là. C'est le cas d'un premier projet ici, dans le village de Racourt, sur la commune de Linsan, en province de Liège, l'église Saint-Christophe. Vous le voyez dans les deux images en haut à gauche, avait des murs en très mauvais état. C'est un bâtiment classé. Et le comité local qui s'appelle l'ASBL L'Oasis, qui a comme volonté d'animer le village et de créer de la collectivité de la vie citoyenne, se tracassait pour l'état de sa magnifique église et a donc pris contact avec la fabrique d'église et la commune. Et il y a eu tout un travail de sensibilisation à propos de cet édifice qui, au fur et à mesure des années, a mené à toutes les procédures de restauration d'un édifice classé, certificat de patrimoine, dossier qui passe par toutes les arcanes possibles et imaginables. Certains éléments sont passés par le service de maintenance et au final, la restauration qui a pu être concrétisée. Et tout au long de ce processus-là, qui bien sûr n'est pas complètement dû au comité de village, mais a pu être accompagné par des citoyens locaux qui ont joué ce rôle de vigilance-là pour que leur idée de départ soit quand même respectée au fur et à mesure du passage dans les différents services. Un autre projet, là, qui émane d'une fabrique d'église, donc la belle petite église de Laglex, c'est presque un mot, c'est moins qu'un village, qui avait un ancien cadran solaire, on le voit en haut à gauche de nouveau, et qui voulait restaurer ce cadran solaire et le refaire fonctionner. Donc ils ont travaillé avec des gnomonistes, donc des spécialistes des cadrans solaires, pour arriver à une ébauche de lecture simple et sobre, qui a été proposé au petit patrimoine populaire wallon de la région wallonne pour être financé. Donc ce dossier a été accepté et vous voyez la réalisation. Je passe à travers toutes les difficultés qu'on a eues parce que la commission du petit patrimoine populaire wallon a considéré que le projet final ne correspondait pas à l'esquisse de départ. Donc voilà, il a fallu un petit peu batailler avec les autorités. Et l'étape suivante, ça a été la réalisation d'un panneau didactique présentant le cadran solaire aux passants pour expliquer comment il faut le lire. Parce que quand on arrive un samedi après-midi d'hiver devant ce cadran solaire, il ne se lit pas de la même façon qu'un dimanche matin en plein été. Donc tout ça a été expliqué de façon le plus claire et compréhensible possible grâce à un panneau qui, lui, a été financé complètement par la commune de Flémal pour ne plus passer par des difficultés administratives telles qu'ils en ont connues pour le cadran solaire. Un gros projet que certains connaissent peut-être aussi, qui est suivi depuis de nombreuses années par ma collègue du Namurois, est cette chapelle Notre-Dame de Lourdes à Flavion, sur la commune de Florenne. Chapelle et les abords qui appartiennent aux œuvres paroissiales du doyenné de Florenne, et pour lequel le comité de village, le comité de conservation du patrimoine et le curé d'ailleurs avaient envie
d'arriver à une restauration de la chapelle qui était vraiment en très mauvais état et un aménagement des abords. Je vous passe le nombre d'années parce que c'est un projet qui se compte en dizaines d'années, mais la chapelle telle que vous voyez là a pu être restaurée grâce à un dossier Petit Patrimoine Populaire Wallon et l'aide des bénévoles. Vous voyez ici les bénévoles qui travaillent, bien sûr accompagnés par des professionnels, sur les vitraux, au déjointoyage et autres. Il y a aussi évidemment des entreprises qui ont accompagné, mais le fait que les bénévoles puissent intervenir sur certains points du dossier a permis de faire vraiment diminuer le prix de restauration. Un autre aspect de cette chapelle-là, et c'est peut-être pour ça que vous la connaissez, c'est qu'elle a pu être introduite en 2014 comme projet pilote à la région Wallonne, comme lieu d'inhumation cinéraire. Donc il y a eu tout un aménagement prévu avec un système de murs en gabion dans lequel on allait incruster des urnes cinéraires. Il y a aussi une pelouse de dispersion et une pelouse de dispersion pour les anges. Et une prise de zone de parole. Donc c'était un très large projet qui coûtait au final plus de 250 000 €, qui est en partie pris en charge par la région Wallonne comme projet pilote, mais également par la commune, par les œuvres paroissiales du doyenné de Florenne et par une très grosse récolte de fonds qui a été levée par les citoyens bénévoles. Alors ce projet, on voit que la réalisation a pu être faite et à un moment, de nouveau, le projet traînait un petit peu. Le comité a sorti cette affiche qu'elle a affichée sur sa chapelle en disant « mais pourquoi, qu'est-ce qu'on attend ?» Cette question interpellait les autorités par rapport à l'usage. Donc tout avait bien été réaffecté, rénové, les urnes étaient prêtes, mais aucune inhumation n'avait lieu dans ce cimetière-là. Donc grosse interrogation des bénévoles, des citoyens de ce comité en disant mais est-ce qu'on a fait tout ça pour rien? Non, évidemment. Donc ça suit son cours. Et il y a aussi un projet de verdurisation des gabions, parce que là pour le moment vous voyez la photo, c'est très minéral, mais l'idée c'était que vraiment la végétation reprenne ses droits. Alors là un projet beaucoup plus ancien, mais je trouvais ça intéressant de vous le présenter. On est tout le monde voit bien, à Saint-Joseph, à l'église Saint-Joseph à Delambreux sur la commune de Sprimont. Une église pour laquelle c'est de nouveau les habitants du village et la fabrique d'église voulait restaurer l'intérieur de son église dont les peintures s'écaillaient et les citoyens ont été interpellés en disant mais ne faites pas n'importe quoi, nous on aime notre église et on a envie d'être tenus au courant de ce qui va se passer et on aimerait s'impliquer. Donc ils ont été écoutés et ça c'est vraiment très chouette et ils ont pu lancer toute une recherche de témoignages et de documents anciens. Donc, vous voyez la photo en haut à gauche, et la deuxième photo, c'est telle qu'avant la restauration. Vous voyez le maître-autel, la théothèque, le trône d'exposition avait disparu. Et si vous voyez sur la troisième photo, ils ont pu le retrouver grâce à ce recueil de témoignages. En fait, ils se sont rendus compte qu'une partie du mobilier était chez des habitants du village et qu'une autre partie était entreposée dans des locaux communaux. Donc, en discussion avec notamment le conservateur du musée des arts religieux des Armezans, à l'époque M. Lemeunier, ils ont décidé de restaurer une partie et avec un menuisier de reconcevoir une partie du mobilier. Et également pour la peinture, si vous voyez, à l'époque il y avait des faux marbres autour de la niche de gauche. Dans la version intermédiaire, il n'y était plus, mais il y avait un gros sourcil qui soulignait les niches. Donc une des discussions, on ne le voit pas bien sur la troisième photo, mais ces gros sourcils ont été supprimés pour alléger cette vision esthétique de l'église. Donc voilà, c'est des petites choses qui peuvent être faites. Et là l'aspect intéressant, c'est qu'ils les citoyens, les habitants du village se sont vraiment sentis écoutés dans toutes les étapes et les procédures de restauration de cette église. Ici, un gros projet pour lequel Qualité Village a été interpellé, c'était la restauration des orgues de l'église Saint-Michel à Jalais, on est en province de Liège. Donc là, il y a une commission des orgues qui avait été créée à l'époque, qui avait reçu un subside de 7 500 € pour le démontage des tuyaux, pédaliers, claviers et pour le dépoussiérage du buffet, mais il restait beaucoup d'argent à trouver pour la suite.
Alors, ils ont eu une excellente idée qui a été d'organiser un parrainage de différents éléments de l'orgue. Donc ici, c'est un grand panneau qu'ils avaient fait à la main, qu'ils ont peint et colorié à la main. Et chaque petite case qui est barrée d'une croix, c'est que quelqu'un a décidé de parrainer un tuyau, une touche, une pédale, peu importe, pour des coûts différents. Donc les coûts sont en dessous en fonction des couleurs. Et ça a vraiment stimulé le début d'une récolte de fonds et qu'on a pu encadrer en passant par le système de récolte de fonds de qualité villageoise. Donc on a eu un accord avec le ministère des Finances pour pouvoir faire des récoltes de fonds officielles avec déductibilité fiscale pour tout don au-dessus de 40 €. Donc voilà, ça a permis de récolter pas mal de sous, mais pour arriver à l'étape de l'inauguration telle qu'on la voit ici, il fallait vraiment beaucoup plus d'argent. Et là, cette commission des orgues a eu l'aide du service des fabriques d'église de l'évêché de Liège, qui a autorisé la vente d'un terrain, qui a permis évidemment de faciliter la restauration de l'orgue. Donc voilà, là c'était le jour de l'inauguration, c'était en 2017. Autre projet qui est moins joyeux parce qu'on n'a pas encore trouvé d'issue, c'est ce maître-autel de l'église Notre-Dame de Vienne sur la commune de Femmes. C'est le tableau de Englebert-Fizen, donc dans ce coin-là, Englebert-Fizen a décoré pas mal d'édifices et les Mémoires de Vienne, le comité qui accompagnait ça, voulait vraiment, ça leur tenait à cœur de faire restaurer ce maître-autel. Malheureusement, malgré tous les contacts qu'ils ont pu prendre, à l'IRPA, en introduisant des dossiers au fond Richard Forger, au fond ING, enfin, ils ont participé à des colloques, ils ont sonné à toutes les portes, mais ils n'ont pas encore réussi à arriver au bout, parce que le problème, c'est que quand bien même on ferait restaurer la peinture et le mobilier, les conditions de l'église ne permettent pas de maintenir cette restauration-là. Donc il faudrait idéalement une température stable toute l'année et un degré d'humidité dans l'église fixe toute l'année. J'en vois certains qui acquiescent. Malheureusement, pour le moment, ce n'est pas possible. Cette église est régulièrement ouverte pour des offices ou pour des manifestations, mais pas suffisamment que pour pouvoir financièrement maintenir un chauffage et un degré d'humidité suffisant. Donc voilà, je ne vous montre pas que des projets qui ont abouti, c'est aussi la dure réalité des choses. Et ce comité continue à chercher des pistes et des idées, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors ici, un projet plus vaste, on est à Dizon, c'est l'église Saint-Fiacre, un très grand édifice qui a eu la chance de recueillir, d'être restauré récemment grâce à des tout gros fonds venant de la commune de Dizon, qui ont permis de mettre l'établissement hors eau, parce qu'il y avait des très grosses infiltrations d'eau au niveau de la toiture. Donc ça a été géré. Et parallèlement à ça, il y a un comité qui s'appelle les Amis de l'Église Saint-Fiacre qui s'est formé, dont le but est toujours d'ailleurs, de dynamiser l'Église Saint-Fiacre. Alors chaque année, il propose de nombreuses activités qui commencent à l'ouverture d'églises ouvertes et qui se terminent par un concert de Noël. Parmi ces activités, il présente différentes expositions. On voit dans la photo du bas une exposition guidée, parce que les membres ont tout un système de sonorisation pour faire des visites guidées dans de bonnes conditions. Au-dessus, un autre projet qui n'a pas abouti, mais qui a permis de mettre en lumière l'ancienne chaire de vérité. Donc ils ont retrouvé une toute vieille photo, vous la voyez en haut à gauche, de cette magnifique chaire de vérité, mais qui a été démontée en son temps et qui avait été entreposée dans des conditions exécrables dans un petit réduit de l'église. Donc eux, la volonté était de ressortir tout ce mobilier-là pour l'avoir en vue, pouvoir le dépoussiérer et le présenter aux personnes qui fréquentent l'édifice. Ce que je voudrais quand même signaler pour ce comité-là, les Amis de l'Église Saint-Fiacre, on est à Dizon, vous savez bien, dans l'actualité par rapport au fait de terrorisme que Dizon n'a pas très bonne presse et que la population est plus que multiculturelle, on va dire ça comme ça. Et donc par rapport à leurs activités, que ce soit des visites guidées, des concerts, des animations,
ils ont réussi le pari de faire venir notamment toute une population d'origine musulmane qui n'a plus peur de passer la porte de l'église. Donc ça, je pense que c'est vraiment un beau défi par rapport au contexte de Dizon. Et ça s'est fait petit à petit par la confiance en disant mais c'est pas parce que tu rentres dans une église c'est pas parce que tu es musulman que tu rentres dans une église qu'il va se passer des choses. Enfin, il y a vraiment une discussion par rapport à toutes des personnes et ce dialogue a fonctionné. Je vous montre aussi ces exemples aussi parce que l'aide qu'on leur a apportée concrètement, c'est pour la réalisation d'affiches, la réalisation de banderoles aussi. Passer parfois par des graphistes officiels peut coûter très cher. Parfois, on trouve par des petits moyens l'occasion de mettre en page des affiches, des banderoles, des flyers, des invitations et autres. Toujours dans ce même comité-là, ils ont à cœur de faire venir les classes des écoles, donc évidemment avec des visites adaptées aux enfants, des animations dans la sacristie de l'église. Ils font venir des artisans. Ici, c'est un artisan, un maître verrier qui est venu expliquer son travail sur des vitraux. Donc on sort peut-être du champ pur de la religion, mais ça permet vraiment de faire découvrir l'édifice aux jeunes générations. Et alors là, je vous ai mis un petit dépliant, un petit triptyque. C'est une exposition qu'ils avaient présentée sur les arbres et haies remarquables de l'entièreté de la commune et le parcours des marais depuis l'église. Et l'exposition avait lieu dans l'église, sur les bas-côtés, dans la nef. Et là, ça se passe bien, le dialogue se passe bien, et comme quoi on peut faire autre chose que du religieux dans nos édifices. Alors, Herve Saint-Jean-Baptiste, c'est un projet un petit peu plus vieux, mais qui est intéressant au-delà des expositions qu'ils ont pu faire sur le trésor d'église, comme vous voyez deux exemples. Ils ont réalisé un petit carnet de visite à destination des enfants à la découverte de l'église. Un petit carnet, si vous voulez, je l'ai ici, donc je pourrais vous le présenter après, qui permet de faire découvrir aux enfants les richesses, donc les vitraux, la chambre de vérité, l'orgue, avec des petits jeux simples et un vocabulaire adapté aux plus jeunes. Cette église a également été l'occasion pour ma collègue de l'époque d'assister, je crois que c'est quand même assez exceptionnel, à l'ouverture de reliques non identifiées, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais donc ici, voilà, j'ai mis ces photos juste pour information. C'était quand même une séance très officielle et auquel tout un chacun n'a pas l'occasion d'assister. Autre exemple sur la commune de Stourmont, dans la petite église de la Glaise. Alors comme quoi l'impact touristique peut avoir un impact dans nos églises. Vous savez que récemment le musée de la Glaise, le musée de la guerre 40-45 a été refait. Je ne sais plus le nom exact du musée, mais le fait est que la fabrique d'église avait entreposé tout son trésor dans les réserves du musée et qu'ils ont dû évacuer assez rapidement leurs locaux. Et donc que faire de ce fameux trésor ? Deux des statues, c'est les deux en bas à gauche, sont parties à l'IRPA en restauration. Et celle de gauche de l'ange gardien, d'ailleurs, était en voie, je ne sais pas maintenant si ça a été concrétisé, mais d'être classée comme trésor auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, ils ont réfléchi aux possibilités d'exposer au sein de l'Église leurs trésors. Donc, finalement, après de nombreuses discussions, et d'ailleurs l'intervention du service des fabriques d'église de l'évêché de Liège, ils ont décidé de mettre des réelles vitrines sécurisées. Et là, justement, les conditions atmosphériques sont respectées avec température et humidité pour présenter de façon permanente leurs trésors et évidemment avec tous les moyens de sécurisation actuels. Donc ça, personnellement, je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Ça vaut la peine d'aller voir cette petite église qui est juste en face en fait du musée. Alors, tant qu'on parle de trésor d'église, ici c'est une statue de Saint-Martin qui a eu un parcours un petit peu particulier. Elle était entreposée dans l'église de Ohaye, et malheureusement, dans la chapelle de Ohaye, mais malheureusement cette chapelle a été réaffectée en école, je souris, mais du coup la statue, il n'y avait plus du tout sa place. Et la bonne mauvaise idée qu'ils ont eue, c'est d'installer cette petite statue sur le pignon de l'école. Évidemment, petit à petit, elle s'est complètement dégradée et à un moment donné, il a fallu la retirer de cet emplacement et le comité local s'est posé la question de
qu'est-ce qu'on va en faire? Donc évidemment, la restaurer était une évidence. Maintenant, elle était vraiment très endommagée. Elle est néanmoins partie en restauration. Et ils ont eu alors un accord avec la fabrique d'église pour la réinstaller dans l'église de Jalais, sur la commune de Hoët, pas le même Jalais que tout à l'heure avec Mézorgue. Et avec de nouveau un système de sécurisation, mais ça lui permettait de ne plus être en extérieur. Donc tout ce dossier-là, je m'écarte un peu de qualité village, mais de nouveau, on accompagne ces comités pendant tout le processus. On ne les laisse jamais seuls par rapport à ces dossiers-là. On est à Saint-Fontaine-Clavier. Certains connaissent peut-être, c'est un petit hameau magnifique au milieu duquel coule une rivière, et pour passer avec sa voiture, il faut rouler dans la rivière. C'est vraiment typique et c'est vraiment très très beau. Mais dans ce village-là se trouve une chapelle classée, son cimetière. Vous voyez quelques photos, notamment de la toiture. Voilà, on voit le ciel. Le cimetière, que dire? Le mur s'écroule. Une des particularités, c'est une pierre de liberté qui se trouve au sein de la chapelle. Donc les personnes qui étaient poursuivies pouvaient aller se réfugier, et si elles tenaient la pierre de liberté, elles ne pouvaient pas être arrêtées. Tout ça pour dire qu'il y a un comité qui se constituait, le PPSF, Patrimoine de protection de Saint-Fontaine, et dont le but était vraiment de mettre en valeur son patrimoine et d'essayer de trouver des solutions pour protéger sa chapelle, son cimetière. Ce que j'ai oublié d'expliquer, c'est que sur la toiture, on devine une bâche. Donc la chapelle a été foudroyée et la toiture a été fortement endommagée. La grosse difficulté, c'est que la chapelle est classée. Ce comité essaye de mettre en valeur son édifice en organisant des concerts, participant aux publications du syndicat d'initiative en haut à droite, et elle a mis en place toutes sortes d'activités. Malheureusement, je pense que sa démarche n'avait pas été bien comprise par la commune, et le comité a appris soudainement par la presse, par un petit encart, que la commune allait prochainement complètement réaffecter le cimetière. Donc le comité était très surpris, et tout de suite les contacts ont été renoués avec la commune en disant: mais nous, ça fait des années qu'on organisait des animations et des activités dans cette chapelle, on aimerait bien être tenu au courant. Et heureusement, ça s'est fait à temps, et c'est comme ça que le comité a pu réagir par rapport au plan que les architectes proposaient pour leur cimetière. Autre chapelle, chapelle de Sainte-Thérèse sur la commune de Comblain, au Pont-Amont. Là, la particularité, c'est qu'elle possède un ensemble de vitraux liés à la résistance de la Seconde Guerre mondiale. Ces vitraux, de nouveau, grâce à l'accompagnement de Qualité Village, là on peut un petit peu, pour notre chapelle, c'est le cas de le dire, on a pu les avertir qu'une publication était en cours et que l'IRPA cherchait des exemples de vitraux commémoratifs. Donc tout de suite, le comité a réagi et a donné les informations, et leurs vitraux apparaissent maintenant dans ce nouvel ouvrage qui vient de sortir sur commémoration dans la lumière et la couleur. Et d'ailleurs, lors des prochaines journées du patrimoine, le patrimoine se met sur son 31, l'autrice Isabelle Lecoq viendra présenter son ouvrage et mettra en avant les vitraux commémoratifs liés à la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est sympa parce que la boucle est bouclée à ce niveau-là. Je vous présente cette petite chapelle qui est, à mon avis, moitié moins grande qu'ici, mais ils organisent régulièrement des conférences, des expositions, et sont à l'initiative d'un tout gros, enfin pour eux, pour un comité de bénévoles, tout gros ouvrage sur l'inventaire du petit patrimoine sacré de toute la commune. Bon, c'est pas une très grande commune, mais ça n'empêche qu'il fallait le faire. Au départ, ils pensaient trouver une cinquantaine de potales et une dizaine de croix. Ils sont à une centaine de potales et une cinquantaine de croix. Enfin voilà, ça a permis vraiment de mettre en valeur ce patrimoine-là, et ça a permis également de conscientiser la commune par rapport à l'état de son patrimoine, son petit patrimoine sacré. Autre mise en valeur du patrimoine, lors des journées du patrimoine, la fabrique d'église de l'église Saint-Joseph à Auneux, toujours sur la commune de Comblain-au-Pont, a réalisé cet ouvrage. C'est une petite brochure, je dirais d'une trentaine de pages si je ne me trompe pas, où ils mettent vraiment en avant l'histoire, le folklore, les hommes qui ont construit leur église. Donc ils ont appelé ça « Sur les traces des bâtisseurs de l'église d'Auneux ». Un ouvrage vraiment très très référencé, mais qui a été fait entièrement par des bonnes volontés
local. Et d'ailleurs, même la mise en page a été faite par un des membres du comité. Il y a juste l'impression qui a coûté, mais qui a pu être pris en charge par le syndicat d'initiative. Alors, tout grand projet qui tourne à la catastrophe, fin des années 90, le mur du cimetière de l'église Saint-Étienne aux Aouilles, sur la commune de Flémal, s'écroule, et l'équipe des travaux de Flémal se dit que ça va être fort compliqué de restaurer tout ça, et donc on a tout démonté, on a mis ça sur la place du village pour évacuer. Et là, la population s'est soulevée en disant c'est pas possible, c'est tout notre patrimoine qui est en train de partir, il faut absolument qu'on arrête ça et qu'on réfléchisse à un projet pour notre cimetière. Alors au-dessus une photo de réflexion et en bas toutes les croix de fonte qui ont été entreposées en attendant que la réflexion autour du cimetière soit menée. Donc je vous passe aussi de nombreux mois, et si pas en années, de réflexion par rapport à ce cimetière pour arriver à un cimetière organisé, paysager, où le comité de village, qui s'appelle le comité village des Aouirs, a décidé d'intercaler, de refleurir des tons, de remettre des petites haies, des rosiers. Et chaque année, le comité, 2 fois par an, vient entretenir son cimetière pour qu'il ait vraiment un aspect naturel très agréable à l'œil. On voit aussi que c'est l'occasion de promenades et de flâneries avec cette dame qui présente une des croix en fonte. Ce comité, depuis cette époque, a développé ses activités et organise énormément de choses chaque année. Ici, ils ont décidé de... Donc leur cimetière a été reconnu comme cimetière nature et ils ont travaillé avec les écoles du village au niveau maternel et primaire pour concevoir un hôtel à insectes. Mais dans ce projet-là, il y a des membres de la fabrique d'église dans ce comité-là. Ils ont été travailler dans les jardins des habitants du village, où ils ont travaillé pour faire découvrir aux enfants la nature, l'environnement et le besoin de travailler sur les insectes. Et là, vous voyez en bas la photo des enfants qui remplissent leur hôtel à insectes, qui se trouve vraiment au sein du cimetière. Alors, ici, c'est une chapelle privée. L'intérêt, au-delà de la restauration de la chapelle en elle-même, dont une partie a été réalisée par les bénévoles, c'est que lors de l'inauguration, la fabrique d'église a décidé d'accompagner cette inauguration et de relancer l'ancien pèlerinage, l'ancienne procession qui passait dans ce village d'Assès et qui passait devant la chapelle Saint-Roch. Donc ça, je pense que c'est important, c'est que des petites restaurations d'éléments du patrimoine peuvent permettre aussi de remettre en valeur notre folklore d'autrefois ou la mémoire collective. Autre chapelle ici qu'on ne voit pas bien, on la voit au départ entourée d'arbres, et puis plus tard avec le comité de bénévoles. Cette chapelle a fait l'objet de plusieurs interventions. Déjà le suivi des bénévoles qui voulaient vraiment que leur chapelle soit restaurée, donc qui eux ont débroussaillé tout le pourtour de la chapelle et replanté toute une haie indigène, mais qui ont également vidé le mobilier intérieur pour le dépoussiérer, l'entretenir, le nettoyer, pour que les professionnels après qui passaient, donc il y a, ce que je ne l'ai pas dit, c'est qu'il y a eu un subside de nouveau du petit patrimoine populaire wallon pour la restauration du mobilier intérieur et de la décoration intérieure. Donc, afin que les professionnels puissent venir faire leur travail, les bénévoles ont vidé tout ce qui pouvait les gêner. Et la fabrique d'église et la commune, eux, se sont chargés du gros œuvre de l'édifice, de la restauration extérieure, des murs, des toitures. Donc c'est vraiment un projet global qui a pu être mené grâce à un réseau de partenariats important. Autre petite chapelle, de nouveau, qui a été restaurée intérieur-extérieur, mais ce qui est important, c'est les arbres remarquables que vous voyez autour. Là, l'idée, c'était d'aller plus loin que la petite chapelle et d'aussi mettre en place des mesures d'entretien et de restauration de ces arbres qui sont classés. Autre exemple de petite chapelle, de nouveau, petite chapelle, mais la particularité ici, c'est que tout a été fait
sur fond des bénévoles, donc il n'y a eu aucune intervention publique. Même la maçonnerie, ça a été fait par un membre du comité. Et on voit avant et après. Et le après, en fait, c'était le jour de l'inauguration. Malheureusement, quelques semaines plus tard, une voiture ou un camion, je ne sais plus exactement, est venu emboutir le coin de la chapelle qui était complètement désastré. Heureusement, les assurances ont pu fonctionner. Voilà, parfois, il y a des petites blagues comme ça, ça a bien fini. Petite chapelle de Vezin qui se trouve vraiment à proximité de l'entrée d'une ancienne ouverture de mine. C'est la chapelle Sainte-Barbe, donc le saint des mineurs. Les mineurs venaient déposer des bougies devant. Aussi projet suivi par des comités. Et c'est une chapelle sur site privé. L'intérêt, c'est que le comité a pu avoir une convention d'accès pour aller jusqu'à la chapelle. Et dernier exemple. Là, là, on est vraiment hors intervention fabrique d'église ou autre, mais c'est ces fameuses grottes de Lourdes qu'on retrouve un peu partout. Il y en a malheureusement ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, de nombreuses dans nos églises. C'est aussi des sujets pour lesquels on est souvent interpellé en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire, comment peut-on intervenir. Ici, dans ce cas-ci, la grotte de Lourdes en elle-même était encore en bon état. Par contre, les accès et les grilles étaient en très mauvais état. Donc, tout le travail a été fait pour l'accessibilité, pour refaire un escalier, refaire les grilles, et pour que les manifestations puissent, enfin, les personnes participant à des manifestations puissent s'approcher de cette chapelle. Voilà, je finis là, je finis avec les coordonnées de Qualité Village. Il y a beaucoup de choses encore à raconter, mais pour ça, je vous invite à suivre notre page Facebook ou notre site internet. Ou sinon, on peut se reparler après, sur le temps de midi ou pendant les pauses. Voilà, je vous remercie pour votre attention.